Ma famille m'a effacé du mariage de ma sœur jusqu'à ce que leurs invités saluent, amiral. Je m'appelle Elena Vance, et j'ai 46 ans. Pour la marine des États-Unis, je suis la contre-amiral Vance, une gardienne de secret qui pourrait renverser des empires. Mais pour ma famille, je ne suis encore que la fille qui dérange. Aujourd'hui, au mariage de ma sœur à Newport, ils n'avaient aucune idée que les fondations de leur vie parfaite et soignée sont un mensonge que je peux briser d'un seul mot. Tandis que je conduisais le long de la côte, regardant la lumière du soleil scintiller sur les vagues, un espoir insensé a tout de même fait surface. Peut-être que cette fois-ci serait différent. Peut-être que la brise marine et le champagne pourraient laver des années passées à me sentir invisible. L'espace d'un instant, je n'étais qu'une femme essayant de croire en l'idée de famille. Cet espoir a été anéanti par le carillon d'un unique message texte. Il venait de ma mère. Un poignard déguisé en notification. Elena, pour l'amour de Dieu, j'ai entendu dire que tu pensais porter cet uniforme. Ne le fais pas. C'est une honte pour le nom de la famille. Mes mains se sont crispées sur le volant, mes jointures sont devenues blanches. Une honte. Les 2 étoiles d'argent que j'ai gagnées dans un océan de feu et d'acier, réduites à une insulte. L'air a quitté mes poumons dans un hoquet silencieux, remplacé par un froid profond, intense et dangereux. Il voulait que je me sente petite. Vous a-t-on déjà fait vous sentir petit pour la chose même qui a fait votre grandeur? Dites-le-moi dans les commentaires, parce qu'ils attendaient un fantôme dans une robe beige. Ils sont sur le point de rencontrer une contre-amirale dans son uniforme complet et sans complexe. La décision de porter mon uniforme n'est pas née de ce seul message texte. Elle avait été forgée par des années de rejet silencieux, chacun étant une petite coupure, mais ensemble, ils m'avaient vidé de tout espoir d'obtenir leur acceptation. La blessure finale s'était ouverte quelques semaines auparavant, juste après mon retour dans mon appartement de Norfolk après un exercice interarmé éprouvant dans l'Atlantique. L'air de mon appartement était calme et frais, un silence bienvenu après le bourdonnement constant d'un navire de guerre. Je ne désirais rien de plus qu'une douche chaude et l'anonymat de mon propre espace. Je me suis versé un verre d'eau, les glaçons cliquetant dans le silence soudain, et je me suis assise avec ma tablette. Je consultais rarement mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, le considérant comme un monde de bonheur soigneusement mis en scène auquel je ne parvenais pas à m'identifier. Mais ce jour-là, quelque chose m'a attiré. Et c'était là, une photographie de qualité professionnelle de ma sœur, Elisa, le visage illuminé de joie, tourbillonnant dans les bras d'un homme que je ne reconnaissais pas. Le décor était sans équivoque, la terrasse au bord de l'eau de l'Ida Lewis Yacht Club à Newport, un lieu synonyme du cercle social de ma famille. La légende disait, elle a dit oui. Les futurs monsieur et madame Alperne. Mon cœur n'a pas sombré. Il s'est simplement arrêté un instant, un bruit sourd et creux dans ma poitrine. Des centaines de commentaires inondaient la publication. Ma mère, Eleanor, avait laissé une série d'émojis en forme de cœur exubérant. Mon père, Richard, avait republié l'image avec sa propre légende, si fier de notre belle famille et de l'héritage que nous continuons de bâtir. J'ai parcouru chaque photo de l'album. Elisa avec ses amis. Elisa avec son nouveau fiancé. Elisa avec ses parents. J'ai cherché mon nom dans les identifications, dans les commentaires, n'importe où. Il n'y avait rien. C'était une gomme numérique. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Je ne faisais pas partie de cette belle famille, pas partie de cet héritage. J'étais simplement ailleurs. Le sentiment n'était pas de la tristesse. C'était un vide froid et brutal. Le sentiment de regarder une carte de sa propre vie et de découvrir que sa ville natale en a été effacée. Quelques jours plus tard, la preuve physique de mon statut est arrivée. Une épaisse enveloppe de couleur crème reposait dans ma boîte aux lettres, le genre de papier cartonné coûteux que ma mère affectionnait. Elle sentait légèrement son parfum signature, le muguet. Mais l'étiquette d'adresse m'a frappé comme une gifle. Non pas contre-amiral Elena Vance, ni même Elena. L'adresse était, la famille Vance, Norfolk, VA. Comme si j'étais une succursale de la marque principale. À l'intérieur, l'invitation était élégamment gaufrée, annonçant le mariage au Chanley at Cliff Walk. Il n'y avait aucune note manuscrite, aucune touche personnelle, juste un code QR à scanner pour le RSVP. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation, une notification bureaucratique à un membre périphérique de la famille. C'était la manière de ma mère de me rappeler que j'étais autorisé à assister, et non la bienvenue. Ce soir-là, j'ai décidé d'appeler Ben Carter, non pas pour me plaindre,
mais pour m'ancrer dans un monde où mon existence avait du poids. J'ai composé son numéro, ma main stable malgré le tremblement dans mon âme. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Mon amiral. Sa voix était une encre familière de respect. Je n'ai pas perdu de temps en mondanité. Ben, dis-je, ma propre voix semblant distante, effroyablement calme. Ils vont se marier. Il y eut un temps de silence à l'autre bout du fil. Il savait exactement qui était, il. Je vois, dit-il, son ton soigneusement neutre, mais je pouvais entendre le courant sous-jacent de colère en ma faveur. Ils ne veulent pas d'une amirale sur les photos de famille, Ben, ai-je déclaré, les mots ayant un goût de cendre. Ils veulent un fantôme. Une autre pause, celle-ci plus longue. Je pouvais l'imaginer dans son bureau, regardant la base navale, la mâchoire serrée. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse et ferme, empreinte de la loyauté féroce forgée dans le danger partagé. Mon amiral, dit-il, ce seul mot portant le poids d'années de service ensemble. Les fantômes ne sont rien. C'est la lumière qui crée les ombres, et votre lumière est assez vive pour obscurcir tout leur ciel. Ces mots n'ont pas guéri la blessure, mais ils l'ont cautérisée. Ils ont arrêté l'hémorragie. J'ai mis fin à l'appel, la froide résolution s'installant profondément dans mes os. Je me suis dirigé vers mon placard et j'en ai ouvert les portes. Là, suspendu dans sa housse de protection, se trouvait mon uniforme de cérémonie blanc, le blanc impeccable et net, les rangées de rubans racontant des histoires qu'il ne comprendrait jamais. Et sur les épaules, les 2 étoiles d'argent que j'avais gagnées. Ils appelaient cela une honte, mais ils ne connaissaient pas son vrai nom. C'était mon armure. C'était ma vérité, et c'était la seule chose que je porterais à ce mariage. Le poids du message texte de ma mère semblait plus lourd que n'importe quel équipement que j'avais jamais porté. Ce n'était pas seulement un ordre. C'était l'écho d'une vie de rejet. Alors que je serrais le volant, l'image de mon uniforme blanc immaculé suspendu dans mon placard s'est dissoute, remplacée par un souvenir tout aussi brutal, tout aussi blanc. C'était le souvenir de mon premier uniforme et du jour où j'ai gagné le droit de le porter. Le jour où ma famille a décidé qu'elle avait mieux à faire. Mon esprit a dérivé en arrière. Les kilomètres de LI 95 se fondant dans la verdure tentaculaire d'Annapolis. Le Navy Marine Corps Memorial Stadium était électrique, une mère de famille bourdonnant d'une fierté si épaisse qu'on pouvait la goûter. L'air était rempli d'acclamations et des notes envolées de « encore à Weg ». Et puis le moment est venu. L'ordre a été donné, et un millier de casquettes blanches se sont envolées dans le ciel d'un bleu éclatant, une volée d'oiseaux blancs montant dans une célébration parfaite et unifiée. Je me tenais là, une enseigne de vaisseau fraîchement nommée dans la marine des États-Unis, mon sourire semblant raide et étranger sur mon visage. Mes yeux parcouraient les gradins, cherchant la section, la rangée, les sièges exacts que j'avais encerclés sur un plan pour eux. Mais ils étaient vides. Juste 2 sièges en plastique bleu, austères et vides dans une foule de milliers de personnes. L'appel téléphonique était arrivé ce matin-là, juste au moment où je polissais les boutons de mon uniforme. C'était mon père, Richard, sa voix sèche et pressée. Elena, quelque chose est survenu, une opportunité d'investissement majeur à Shanghai. Le moment est terrible, je sais, mais ça change la donne. Nous ne pouvons pas rater ça. Ma mère, Eleanor, a pris le relais, sa voix douce comme de la soie, dégoulinant de fausse sympathie. Tu connais ton père, ma chérie. Les affaires d'abord. Nous sommes si terriblement fiers, bien sûr. Et Elisa, ma sœur de 17 ans, avait un tournoi de tennis de club. Un tournoi de club? Pas les régionaux, pas les nationaux. Un simple tournoi de club local était apparemment plus important que la remise de diplôme de sa seule sœur de l'une des académies militaires les plus prestigieuses du monde. Je me tenais parmi mes camarades de classe qui s'acclamaient et s'embrassaient, posant pour des photos avec leurs parents rayonnants, et je ne m'étais jamais senti aussi profondément seul. La photo que j'ai de ce jour me montre avec 3 de mes colocataires, nos bras les uns autour des autres, souriant courageusement. Mais si vous regardez attentivement mes yeux, vous pouvez voir le vide là où ma famille était censée être. Une semaine plus tard, une épaisse enveloppe de leur banque est arrivée à mes nouveaux quartiers spartiates. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas de mots de fierté, juste un chèque de $5000 et une petite carte élégante avec l'écriture parfaite et sans émotion de ma mère. Félicitations, ma chérie. Achète-toi quelque chose de joli pour fêter ça. Peut-être un collier de perles. Un collier de perles. Comme si 4 années de cours d'ingénierie navale exténuants, de nuits blanches à étudier la stratégie navale,
et un serment solennel de défendre mon pays pouvait être mesuré et balayé par un bijou. Ce n'était pas seulement inconsidéré. C'était une insulte profonde. C'était leur façon de traduire mon monde dans le seul langage qu'ils comprenaient, le langage des étiquettes de prix et des symboles de statut. Dans leur monde de fêtes somptueuses et de marques de créateurs, ma réussite n'avait aucune valeur réelle. Je me souviens d'avoir tenu ce chèque, sentant le poids glacial de leur incompréhension. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, j'ai déchiré le chèque en minuscules morceaux précis et je les ai laissés tomber dans la poubelle comme des confettis lors d'une parade pour une seule personne. C'était la dernière fois que j'espérais qu'ils comprendraient. L'amertume de ce souvenir était aggravée chaque fois que je retournais à la maison familiale de Newport. La maison était un musée des triomphes d'Elisa. Les murs étaient tapissés de photos d'elle remportant des rubans lors de compétitions équestres, de ses photos de bal de promo, de sa lettre d'acceptation au Boston College encadrée dans de l'argent ouvragé. Quelques mois après ma remise de diplôme d'Annapolis, un album entier, glacé, était consacré à son 17e anniversaire. Des dizaines de photos prises au célèbre restaurant L'Espalier à Boston. Elisa dans une robe de créateur, riant alors que nos parents lui présentaient les clés d'une BMW blanche toute neuve. Mon père et ma mère se tenaient de chaque côté d'elle, leur visage rayonnant d'une fierté presque aveuglante. Et ma présence dans ce sanctuaire familial? C'était une unique petite photographie de 4 par 6 pouces rangée sur une étagère bondée de la bibliothèque, presque cachée derrière une collection de Dickens reliée en cuir. C'était la photo du jour de la remise des diplômes, celle avec mes colocataires. Pour tout visiteur, cela ressemblerait à une photo de l'amie de leur fille. C'était clair, la famille Vance avait une fille parfaite et magnifique. Je n'étais qu'une étrangère qui logeait parfois dans la chambre d'amis. J'aurais dû savoir que ce serait ainsi. J'aurais dû me souvenir de la nuit où je leur ai annoncé que j'acceptais ma nomination à Annapolis. Nous étions dans le salon lambrissé d'acajou, l'air épais de l'odeur de la vieille fortunée de la cire à bois. Mon père a posé son verre de scotch, le cristal cliquetant doucement sur le sous-verre en marbre. Il m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une déception profonde et lasse qui était en quelque sorte pire. « Helena » avait-il dit, sa voix égale. « La marine n'est pas un lieu pour une femme Vance. Notre nom a été bâti dans des salles de conseil, pas sur les ponts des navires. Tu gaspilles ton intelligence, tu gaspilles les relations que je pourrais te fournir, pour quelque chose qui n'offre aucun bénéfice tangible à cette famille. » À l'époque, une version plus jeune et plus naïve de moi pensait qu'il ne comprenait tout simplement pas ma passion, mon besoin de servir quelque chose de plus grand que moi-même. Mais en y repensant maintenant, alors que je conduisais vers le mariage de ma sœur, j'ai enfin compris, bénéfice tangible pour la famille, était un code. Cela n'a jamais signifié honneur, devoir ou sacrifice. Cela signifiait cours de la bourse et partenariat stratégique. Toute ma vie, toute ma carrière, n'était qu'une inscription du mauvais côté de leur grand livre. Il avait tort, bien sûr. Mon choix n'était pas un gaspillage. Il m'avait forgé en la femme que j'étais. Mais il avait aussi raison sur une chose. Cela avait eu un coût. Le coût était une solitude profonde et inébranlable, une solitude que l'on ne peut trouver qu'au milieu d'un vaste océan vide ou dans une pièce bondée de sa propre famille. Mon père avait tort. Mon choix n'était pas un gaspillage, il m'a forgé. Mais le coût de cette forge a été une solitude si profonde qu'elle avait sa propre géographie, une solitude mesurée non pas en kilomètres de la maison, mais dans les vastes étendues vides de l'océan. Ma famille voyait ma carrière comme une abstraction, une série d'épingles sur une carte. Pour moi, c'était une vie vécue dans des couloirs d'acier sous des ciels qui n'avaient aucune pitié. Les premières années furent un enchaînement flou de fêtes manquées. Mon premier Noël en tant qu'officier s'est passé sur un destroyer dans le golfe Persique, l'air épais de sable et de tension. Je me souviens d'avoir appelé à la maison sur un téléphone satellite grésillant, le décalage sur la ligne rendant la distance encore plus grande. À l'autre bout, je pouvais entendre les sons familiers d'une fête de Noël à Newport, le tintement des verres, la montée de la musique, un éclat de rire. La voix de ma mère était enjouée et distante. « Oh, Helena, ma chérie, ce n'est pas le bon moment. Nous sommes juste en train de nous mettre à table. » À travers le grésillement, j'ai entendu Elisa décrire avec enthousiasme un nouveau bracelet en diamant. L'appel a duré moins d'1 minute. Il n'y a pas eu de « es-tu en sécurité » ou « tu nous manques ». Pendant qu'il se passait un plat d'oie rôti luisante et versait du bordeaux coûteux, j'étais assise dans le carré métallique et sans fenêtre du navire, mangeant une ration de combat tiède, le sachet de ragoût de bœuf. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris.
Je n'étais pas seulement absente, j'étais oubliée. Un détail gênant dans leur récit de vacances parfait. Mes promotions ne sont pas venues d'une relation familiale ou d'un appel téléphonique bien placé. Elles ont été gagnées par des quarts de 36 heures sur la passerelle, alimentées par du café noir éventé et la pure volonté de ne pas échouer. Elles ont été gagnées en prenant des décisions de vie ou de mort en quelques secondes, avec la vie de 200 marins entre mes mains. Je me souviens d'un déploiement en mer du Nord. Une tempête scélérate, une bombe météorologique, s'est matérialisée de nulle part, transformant l'océan en un monstre gris et agité. Les vagues avaient la taille d'immeubles de bureaux, s'écrasant sur la proue avec un bruit de coups de canon. Pendant 2 jours d'affilée, je n'ai pas quitté le poste de commandement. J'ai vécu de biscuits secs et de l'adrénaline pompant dans mes veines, mes yeux brûlant à force de fixer le radar, coordonnant chacun de nos mouvements pour empêcher le navire d'être déchiqueté. Nous sommes rentrés au port en Écosse, épuisés, meurtris, mais entiers. J'ai ressenti une fierté silencieuse et profonde pour mon équipage, pour moi-même. Cette même semaine, j'ai vu une photo qu'Elisa avait publiée depuis The Breaker à Palm Beach. Elle était enveloppée dans un peignoir blanc moelleux, une tranche de concombre sur un œil, avec une légende se plaignant de sa fatigue après une dure semaine de shopping. Le contraste ne m'a pas rendu en colère ou jalouse. Il a créé un gouffre. C'était comme si nous vivions dans des réalités différentes, opérant sous des lois de la physique différentes, où ma fatigue était une question de survie et la sienne un luxe. Dans son monde, toute ma vie était invisible. Mais la chaleur que je n'ai jamais trouvée dans la cage dorée de ma famille, je l'ai découverte dans les endroits les plus inattendus, sur les ponts roulants de ces navires gris. C'était dans les petits gestes tacites de mon équipage. Je me souviens d'un jeune Ben Carter, alors simple enseigne de vaisseau lui-même, plaçant silencieusement une tasse fumante de bouillon de poule dans mes mains tremblantes et gelées après un quart de veille éprouvant dans l'Arctique glacial. Il n'a pas dit grand-chose, juste « j'ai pensé que vous en auriez besoin, mon amiral ». Les officiers mariniers, mes chefs, savaient d'une manière ou d'une autre que c'était mon anniversaire, et un gâteau fait maison et de travers apparaissait mystérieusement dans la cuisine. Ils étaient ma famille. Ils voyaient les cernes sombres sous mes yeux et en comprenaient l'origine. Ils voyaient le grade sur mon col et savaient ce qu'il avait coûté de le mettre là. Ils ne se souciaient pas de mon nom de famille ou du portefeuille d'action de mon père. Ils se souciaient de l'officier qui se tenait à leur côté, celui qui irait en enfer et en reviendrait pour eux. C'était une loyauté féroce et sans phare que l'argent ne pourrait jamais acheter et que ma famille ne comprendrait jamais. Cette vérité n'a jamais été plus claire qu'après l'incident de l'Orion. C'était la mission qui a failli mettre fin à ma carrière, celle où j'ai dû désobéir à un ordre direct pour sauver mon équipage. Quand j'ai finalement eu quelques jours de permission à terre, je suis rentré à Newport. Le silence dans la maison était lourd. À table, autour d'un filet mignon parfaitement cuit, j'ai essayé d'en parler à mon père. J'ai parlé de la pression écrasante, de la panne du sonar, du choix que j'ai dû faire. Il a hoché la tête vaguement, ses yeux fixés sur le bandeau des nouvelles financières sur la grande télévision du salon. Ça a l'air intense, dit-il, sa voix empreinte de désintérêt. À propos, l'action de Lockheed Martin est encore en hausse. Avant que je puisse répondre, Elisa est intervenue en plissant le nez. Burke, tu peux ne pas parler de trucs effrayants comme ça? Ça me coupe l'appétit. J'ai arrêté de parler. J'ai regardé leur visage, baigné dans la douce lumière du lustre de la salle à manger, et j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement désintéressés, ils étaient incapables de comprendre. Dans leur monde sûr et prévisible, la guerre, le danger, la vie et la mort n'étaient que des concepts abstraits tirés d'un film. Ce n'était pas ma réalité. Ma réalité, avec tout son courage et son honneur, n'était qu'une histoire gênante, une perturbation de leur repas parfaitement assaisonné. Dans le monde froid et indifférent que ma famille habitait, j'étais un fantôme. Mais sur les ponts d'acier de la marine des États-Unis, au milieu des personnes même que j'avais juré de diriger et de protéger, j'étais vu. La chaleur que je n'ai jamais trouvée dans les pièces lambrissées d'acajou de Newport, je l'ai trouvée dans les petites actions constantes de ma famille choisie. Et au centre de cette famille se trouvait Ben Carter. Ben était plus que mon commandant en second. Il est devenu le gardien silencieux de ma santé mentale. Il a appris à lire la météo de mes humeurs, en particulier après les appels téléphoniques rares et glaciaux de mes parents. Il savait que ma famille était une vulnérabilité, un point faible dans mon armure. Après une conversation particulièrement blessante avec ma mère, il ne se mêlait pas de mes affaires ni n'offrait de platitudes. Au lieu de cela, un peu plus tard, une tasse de thé Earl Grey fumant, noir, sans sucre, apparaissait sur mon bureau.
Il ne demandait jamais ce qui avait été dit. Il disait simplement, « Vous avez l'air fatigué, mon amiral. Peut-être devriez-vous prendre un moment. » Il a construit une zone tampon invisible autour de moi, un sanctuaire tranquille où ma douleur n'avait pas besoin d'explication. Tandis que ma propre famille construisait des murs pour me tenir à l'écart, Ben a construit une forteresse pour me protéger. Ce soin silencieux et intuitif valait plus que 1000 excuses vides. Il est également devenu mon historien personnel, le seul gardien d'une histoire qu'ils ont choisi d'ignorer. Il se souvenait des étapes que j'oubliais souvent moi-même dans le rythme implacable de mes fonctions. Le jour du 10e anniversaire de ma prise de commandement de mon premier navire, l'USS Gonzalez, j'étais ensevelie sous les rapports opérationnels et complètement inconsciente. Mais quand je suis entré dans mon bureau ce matin-là, un petit modèle exquisément détaillé du destroyer était posé sur mon bureau. À côté se trouvait une carte manuscrite sur du simple papier à en-tête du gouvernement. Elle disait « Joyeux anniversaire, mon amiral. Ce fut un navire chanceux de vous avoir. » Il s'en était souvenu. Il avait pris le temps d'apprendre les chapitres de ma vie, non par curiosité oisive, mais par un respect profond et constant. Dans ces moments-là, je sentais un profond sentiment de gratitude m'envahir. C'était le sentiment d'être vraiment vu, une validation que les sacrifices que j'avais fait comptaient pour quelqu'un. Notre lien était le plus profond non pas dans les mots, mais dans le silence partagé. Je me souviens d'une nuit, des semaines après la conclusion de l'enquête officielle sur l'incident de l'Orion, une conclusion qui m'avait innocenté mais laissé meurtri. Nous étions sur le pont de l'USS Farragut, fendant les eaux chaudes et sombres de la mer d'Oman. Les étoiles formaient une canopée brillante et indifférente au-dessus de nous. J'étais restée silencieuse pendant un long moment, regardant simplement le sillage phosphorescent du navire. Vous pensez à eux, n'est-ce pas? La voix de Ben était douce, à peine un murmure au-dessus du vrombissement des moteurs. Je n'ai pas eu à demander qui étaient, eux, ils savaient. Mes épaules se sont affaissées, une rare rupture dans ma posture militaire. Parfois, je me demande si ça en vaut la peine, Ben, ai-je confessé, ma voix mince. Tout ça. Il n'a pas répondu tout de suite. Il est juste resté à côté de moi, une présence inébranlable, et à regarder le drapeau américain, claquant vivement dans le vent nocturne. Ça en vaut la peine pour les gens sur ce navire, mon amiral, dit-il finalement, son regard inébranlable. Ça en vaut la peine pour moi. Et à la fin, c'est la famille qui compte. Il n'essayait pas de réparer ma relation avec mes parents. Il me rappelait simplement la famille que j'avais choisie, celle pour laquelle je m'étais battu. Cette allégeance silencieuse s'est transformée en une alliance indestructible le jour où ma carrière a failli prendre fin. Lorsque le vice-amiral Croft a fait de moi le bouc émissaire pour le désastre de l'Orion, j'ai été convoqué à une audience à huis clos au Pentagone. Les manœuvres politiques étaient intenses, et j'étais sûr de devoir y faire face seul. Mais je me trompais. Quand l'audience s'est terminée, et que je suis sorti de cette salle stérile et intimidante, épuisé et désillusionné, la première chose que j'ai vue fut Ben. Il avait pris un vol de Norfolk à Washington, D.C., à ses propres frais. Il se tenait de l'autre côté du couloir dans son uniforme de cérémonie impeccable, sous les dures lumières fluorescentes, tenant un parapluie noir même si nous étions à l'intérieur. Il s'est approché de moi, son expression sombre mais résolue. Il n'a pas dit « je vous l'avais bien dit » ou « est-ce que ça va ?» Il a simplement ouvert le parapluie comme pour me protéger de plus que la pluie extérieure. « Je suis là, mon amiral, dit-il, sa voix une encre basse et stable. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne vais nulle part. La vérité a un témoin. » À ce moment-là, sous ce parapluie ridiculement formel dans un couloir gouvernemental stérile, je savais que je n'étais pas seul. Notre alliance n'était pas bâtie sur le sang ou un nom partagé. Elle a été forgée dans le feu du devoir partagé, trempée par les tempêtes de la haute mer, et scellée par une loyauté silencieuse et inébranlable. Elle était plus forte que le sang. Et elle s'avérerait être la seule chose sur laquelle je pourrais vraiment compter lorsque la tempête finale, celle qui couvait au sein de ma propre famille, éclaterait enfin. L'alliance que j'avais avec Ben est devenue ma forteresse dans les années qui ont suivi, un bastion de loyauté dans un monde où mes propres parents de sang ne me voyaient guère plus que comme un outil. J'étais naïf de penser que les retombées de l'incident de l'Orion auraient pu les changer, qu'une quasi-catastrophe aurait pu recalibrer leurs priorités. Mais je me trompais. Un mois avant le mariage d'Elisa, un appel téléphonique de mon père a prouvé qu'il ne change jamais. Il trouve juste de nouvelles façons, plus insidieuses, de vous utiliser. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'étais dans mon bureau à la base navale de Norfolk, en train d'examiner des dossiers de personnel.
Mon téléphone a sonné, et l'identifiant de l'appelant indiquait « Richard Vance ». C'était un événement rare. Mon père communiquait principalement par des textos de vacances brefs et impersonnels. J'ai répondu, un sentiment familier de prudence me serrant l'estomac, mais sa voix était inhabituellement chaleureuse, presque joviale. « Elena, ma chérie, ça fait trop longtemps. Comment vas-tu » J'ai été immédiatement sur mes gardes. Ce n'était pas la voix de l'homme qui avait ignoré ma remise de diplôme. C'était une performance. Il m'a demandé des nouvelles de ma santé, du temps en Virginie, de mon commandement. Des questions qu'un père normal poserait, mais venant de lui, elles semblaient scénarisées et étranges. J'ai entendu dire que ta flotte venait de décrocher un contrat majeur pour une technologie de sonar de nouvelle génération, dit-il nonchalamment. Des trucs fascinants. Pendant un instant insensé et désespéré, une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Peut-être qu'il essayait enfin. Peut-être qu'après toutes ces années, il me voyait comme plus qu'une simple déviation de son plan de vie. J'ai donc répondu avec prudence, partageant quelques détails non classifiés sur la portée du projet. Nous avons parlé pendant près de 10 minutes, la plus longue conversation que nous ayons eue depuis des années. J'ai commencé à me détendre, à baisser ma garde, et c'est là que le piège s'est refermé. À propos, dit-il, sa voix passant sans transition au ton sec et professionnel que je connaissais si bien. Ta vieille connaissance, le vice-amiral Croft, se trouve être un de mes partenaires commerciaux. Il a une filiale qui soumissionne pour ce contrat de sonar. Il disait à quel point il serait bénéfique si quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un comme toi, pouvait peut-être orienter le comité d'approvisionnement dans leur direction ou peut-être juste fournir un petit aperçu des offres concurrentes. Ce serait une aide énorme pour l'entreprise familiale, Elena. La ligne est devenue silencieuse. La chaleur dans ma poitrine d'il y a quelques instants s'est transformée en glace. Tout était un mensonge. Toute la conversation était un prélude calculé à cette demande. Je n'étais pas sa fille. J'étais un atout, une source de renseignements à exploiter pour son gain financier et celui de Croft. La déception a été un coup physique, me coupant le souffle. Il ne voyait pas moi, Elena, la femme, l'officier. Il voyait les 2 étoiles d'argent sur mes épaules et les portes qu'il pensait qu'elles pourraient lui ouvrir. Non, dis-je, ma voix plate et froide. Absolument pas. Ce que vous demandez est contraire à l'éthique, illégal et une violation de mon serment. La chaleur fabriquée de mon père s'est évaporée. Ne sois pas si dramatique, lança-t-il avant de raccrocher brusquement. Quelques heures plus tard, ma mère a appelé. Son arme de choix, non pas une attaque directe, mais une vague de culpabilité et d'agressivité passive. Elena, tu as déçu ton père, commença-t-elle, sa voix une symphonie de chagrin étudiée. Tu ne comprends tout simplement pas, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait, il le fait pour cette famille, pour l'avenir d'Elisa, pour maintenir le style de vie pour lequel nous avons tous tant travaillé. Le sermon familier a commencé, une tirade sur la loyauté et l'obligation. Un peu d'aide, c'est tout ce qu'il demandait. Tu as toujours été si rigide, si militaire. Parfois, il faut être flexible pour les gens qui t'aiment. Sa définition de « flexible » était que je commette un crime fédéral. Sa définition de « famille » était un cercle fermé composé d'elle, de mon père et d'Elisa. J'étais une étrangère, censée contribuer mais jamais vraiment appartenir. L'assaut final, le plus dégradant, est venu d'Elisa elle-même. Elle m'a appelé ce soir-là, sa voix épaisse de sanglots théâtraux et saccadée. « Elena, maman m'a tout dit », a-t-elle pleuré. « Comment as-tu pu faire ça à papa ? Il est si stressé par ses investissements. » Puis vint la manipulation. Masquée par l'anxiété de la future mariée, elle a parlé des coûts croissants du mariage, du traiteur, des fleurs, de son rêve d'une lune de miel parfaite dans un bungalow sur pilotis à Bora Bora. « C'était juste un petit service, grande sœur », a-t-elle plaidé, sa voix une plainte pathétique. Tu as tout. Ta carrière, ton poste important. Je veux juste un beau départ dans ma nouvelle vie. Ne peux-tu pas simplement nous aider pour une fois? Elle utilisait son mariage, son unique jour de bonheur supposé, comme un outil de chantage émotionnel. Elle instrumentalisait ses propres larmes. C'en était trop. C'était le moment. Les derniers vestiges de chagrin dans mon cœur se sont consumés, ne laissant derrière eux qu'une fureur froide et dure. La déception avait disparu, remplacée par une clarté si vive qu'elle faisait mal. Ils avaient utilisé toutes les tactiques de leur répertoire, affection feinte, culpabilité,
et maintenant une demoiselle en détresse dans une robe de mariée. Ils avaient traité mon honneur, le cœur même de mon être, comme une marchandise à troquer. Très bien. Ils voulaient un mariage parfait à Newport. Je serai là, mais je ne viendrai pas seul. J'apporterai la vérité avec moi. Et la vérité ne porte pas de robe beige. Ma froide résolution, forgée à la suite de l'appel téléphonique manipulateur d'Elisa, m'a conduite vers le nord jusqu'à Newport. J'ai pris une chambre à l'hôtel Viking, un monument historique à quelques minutes en voiture du vaste domaine balnéaire de ma famille. Je ne les ai pas appelés pour annoncer mon arrivée. Je savais qu'ils le découvriraient. La veille du mariage, poussé par un dernier et faible sens du devoir, je me suis rendu au chalet Cliff Walk, le lieu opulent surplombant l'Atlantique. La salle de bal était en pleine effervescence. Ma mère et Elisa étaient en consultation approfondie avec un organisateur de mariage à l'air frénétique, montrant du doigt des arrangements floraux et des échantillons de linge de table. Je me suis approché d'elle, mes pas résonnant doucement sur le sol en marbre. Tout est magnifique, ai-je offert, ma voix égale. Ma mère a levé les yeux, une lueur d'agacement dans son regard avant qu'il ne soit masqué par un sourire crispé. Elena, tu es là. Elle s'est retournée vers l'organisateur. Elisa a simplement fait un petit signe de la main sec, puis s'est penchée pour murmurer quelque chose à sa demoiselle d'honneur, qui a gloussé et m'a jeté un regard en coin. J'ai essayé de faire une suggestion sur le plan de table, notant que deux cousins âgés préféreraient peut-être être assis loin de l'orchestre. Ma mère a agité une main dédaigneuse. Les professionnels s'en occupent, ma chérie. Qu'est-ce que tu y connais? J'étais une étrangère, une touriste dans le paysage de la vie de ma propre famille, invitée seulement à observer de loin. Cette distance est devenue un canyon lors du dîner de répétition ce soir-là. L'événement se tenait dans un restaurant chic sur Bowen Wharf, l'air sentant le sel et les parfums coûteux. La table principale, une longue affaire magnifiquement décorée, était réservée à la famille immédiate, mes parents, Elisa et son fiancé, et les parents de ce dernier. Il n'y avait pas de place pour moi. L'organisatrice de mariage, une jeune femme à l'expression perpétuellement inquiète, s'est approchée de moi en s'excusant. « Amiral Vance » a-t-elle balbutié. « Il y a une place pour vous par ici. » Elle a fait un geste vers une plus petite table ronde dans le coin près de l'entrée de service. La table des amis de la famille. J'étais assise à côté d'une grand-tante que je n'avais pas vue depuis 20 ans et qui a passé la soirée à me demander si j'étais toujours dans les gardes-côtes. Je suis restée assise là, sirotant un verre d'eau pétillante, et j'ai observé. J'ai regardé mon père se lever, taper sur son verre pour attirer l'attention, et commencer un vibrant hommage à sa merveilleuse fille, Elisa. Il a parlé de sa beauté, de son charme, de son brillant avenir. Il a parlé d'héritage et de fierté. Pendant tout son discours de 5 minutes, il n'a pas une seule fois regardé dans ma direction. Il n'a pas une seule fois mentionné mon nom. C'était un effacement public magistral. Dans cette pièce, devant tous ceux qu'il connaissait, Richard Vance a clairement fait savoir qu'il n'avait qu'une seule fille digne d'être reconnue. Le coup de grâce n'a pas été grandiose ou dramatique. Il a été petit, silencieux et absolument dévastateur. J'avais passé des mois à chercher le cadeau de mariage parfait pour Elisa. Pas quelque chose d'une liste de mariage, mais quelque chose qui ait un sens. Je l'ai trouvé dans une boutique d'antiquités à Annapolis, un lourd compas de marine en laiton des années 1940. Je l'avais fait graver avec la date du mariage et les coordonnées géographiques de la petite chapelle de Newport où nos grands-parents s'étaient mariés. C'était un symbole de guidance, d'un véritable commencement, du véritable héritage familial dont il prétendait se soucier. Au dîner, pendant une accalmie dans la conversation, je me suis approché de la table principale et j'ai présenté le petit cadeau dans sa boîte de velours à Elisa. « Oh, merci, dit-elle, la voix distraite. Elle l'a ouvert, a jeté un coup d'œil au compas pendant une fraction de seconde, puis l'a posé sur la table avec un bruit sourd. Son attention a été immédiatement captée par une amie qui admirait bruyamment un nouveau bracelet de tennis en diamant étincelant au poignet d'Elisa. Le compas gisait, oublié, à côté d'une assiette à pain. Plus tard, alors que le dîner touchait à sa fin, j'ai vu un serveur débarrasser la table. Il a ramassé l'assiette à pain, les serviettes usagées, et sa main a frôlé le compas, le balayant presque dans le bac de débarrassage avec les autres déchets. Mon cadeau, mes mois de réflexion, mon symbole de notre histoire commune, était traité comme un déchet jetable. Je me suis levé et suis sorti du restaurant. Personne n'a remarqué. J'ai marché le long du quai, passé les yachts rutilants, et me suis engagé sur le Cliff Walk.
Le vent froid et salé me fouettait le visage, mais je ne le sentais pas. Il n'y avait pas de larmes. Pas cette fois. La douleur profonde et tenace qui avait été ma compagne de toute une vie s'était enfin consumée, laissant place à autre chose, une rage pure et clarifiante. 25 ans à être ignoré, rejeté, utilisé, et maintenant publiquement humilié. Le compas jeté était plus qu'un cadeau. C'était moi, mes valeurs, mon histoire, mon honneur, tout cela balayé d'un revers de main. Je me suis arrêté et j'ai regardé l'étendue noire et tumultueuse de l'Atlantique. L'océan ne jugeait pas. Il était vaste, puissant et honnête. Dans son rugissement, j'ai trouvé le mien. La fille calme et obéissante avait disparu, emportée par un dernier raz-de-marée de mépris. J'ai pris une profonde et longue inspiration, l'air salin remplissant mes poumons. Plus jamais, ai-je murmuré au vent. Fini le silence. Fini de me faire petite pour entrer dans leur monde étroit. La bataille avait été déclarée, non pas avec des navires ou des armes, mais avec la seule chose dont ils avaient le plus peur, la vérité brute. Dans la vie, chacun a un point de rupture. Ce moment unique où l'endurance prend fin et où l'action commence. Le moment où vous vous regardez dans le miroir et dites « assez ». Quel a été le vôtre? Partagez ce moment où vous avez trouvé votre force dans les commentaires ci-dessous. La rage qui m'avait consumé sur le cliff-walk ne s'est pas dissipée. Elle s'est cristallisée. De retour dans le silence stérile de ma chambre d'hôtel, la douleur avait disparu, remplacée par la concentration froide et claire d'un commandant se préparant au combat. Je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'ordinateur portable crypté que j'emporte dans toutes mes missions. Ma mission ne concernait plus la douleur personnelle. Il s'agissait de révéler une vérité qui avait été enterrée depuis bien trop longtemps. La vengeance était une affaire désordonnée et émotionnelle. Je cherchais quelque chose de plus net, de plus froid, la justice. À 2 heures du matin, j'ai lancé un appel sécurisé à Ben Carter. Il a répondu instantanément, sa voix alerte. Ben, ai-je commencé, mon ton dénué d'émotion, sec et précis comme un briefing de mission. J'ai besoin de tout ce que tu peux obtenir sur le vice-amiral Croft, en particulier concernant l'incident de l'Orion. Je veux les rapports non édités, les journaux audio bruts du centre de commandement, et toutes les dépositions de témoins originales. Fais des recoupements avec tous les liens financiers entre Croft et la société d'investissement de mon père. J'ai besoin de tout. Il n'y eut aucune hésitation, aucune question sur le pourquoi, juste la réponse calme et inébranlable d'un officier de confiance. Compris, mon amiral. Donnez-moi 12 heures. Je savais que Ben n'était pas seulement mon subordonné. Il était le pivot d'un réseau informel d'officiers loyaux, dont beaucoup avaient également été mis sur la touche ou lésés par les manœuvres politiques de Croft. Mon arme dans ce combat ne serait pas un missile Tomahawk, ce serait l'information, et j'étais sur le point de lancer une campagne de guerre de l'information à grande échelle. Pendant que j'attendais, j'ai tourné mon attention vers le présent. J'ai affiché les photos haute résolution de la fête de fiançailles d'Elisa. Mes yeux ont balayé les faux sourires et les coupes de champagne, pour se fixer sur le médaillon en or ouvragé autour du cou de ma sœur. Un cadeau, disait l'étiquette, de la Fondation Héritage Croft. Une façade caritative pour un homme qui ne possédait aucune charité. Croft ne faisait jamais rien sans un but stratégique. Ma formation d'officier de renseignement a pris le dessus. J'ai zoomé, améliorant l'image. Le design du médaillon était complexe, mais il semblait plus lourd, plus volumineux qu'une pièce purement décorative ne devrait l'être. Le long du bord en filigrane, j'ai détecté une couture presque invisible, une qui n'avait pas sa place. Un froid soupçon a germé dans mon esprit. J'ai immédiatement envoyé le fichier image crypté à Ben avec une seule directive claire, analyse cet objet, priorité absolue. Ce mariage n'était plus seulement un drame familial. Il avait les caractéristiques d'une opération hostile. À l'aube, alors que la première lueur grise du matin filtrait dans ma chambre, un courriel sécurisé est arrivé de Ben. L'objet était en 2 mots, Orion non édité. J'ai ouvert le fichier. La vérité brute était plus accablante que je ne m'en souvenais. Les rapports non édités montraient que Croft avait personnellement outrepassé les protocoles de sécurité, poussant l'USS Orion dans un canyon sous-marin dangereux pour faire la démonstration d'un nouveau système de sonar non éprouvé à un groupe d'investisseurs potentiels. Puis vinrent les journaux audio, sa voix nette et effroyablement calme face au désastre, l'atout est compromis. Nous maintiendrons le périmètre et contrôlerons le récit. La perte potentielle de vie est un risque acceptable. Risque acceptable. Il parlait de mes gens.
Puis ma propre voix a percé le chaos, un enregistrement que je n'avais pas entendu depuis des années. J'étais alors commandant. Négatif, commandement. J'annule cet ordre. Nous lançons les protocoles de recherche et de sauvetage maintenant. Mes mains se sont serrées en poing. La preuve était irréfutable. Croft n'était pas seulement incompétent. C'était un monstre qui avait pesé des vies humaines contre sa carrière et les avait trouvées insuffisantes. La dernière pièce du puzzle se trouvait dans la liste des survivants de l'incident. Mes yeux ont parcouru les noms jusqu'à ce que l'un d'eux saute aux yeux, capitaine David Egan, à la retraite. Je me souvenais de lui, un bon commandant stable qui avait été contraint à une retraite anticipée après la publication du rapport officiel et aseptisé. Une recherche rapide a montré qu'il vivait à Mystic, dans le Connecticut, à seulement 1 heure de route de Newport. J'ai trouvé son numéro et j'ai appelé, mon cœur battant à un rythme régulier et rythmé. La voix prudente d'un homme plus âgé a répondu. « Capitaine Egan, dis-je. Ici Elena Vance. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis sa voix a changé, la chaleur et le respect l'inondant. « Commandant Vance, me corrigea-t-il, utilisant le grade que j'avais alors. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour mon équipage, pour moi, ce jour-là. J'ai expliqué brièvement la situation, le mariage, la présence de Croft, l'implication de mon père. Egan n'a pas eu besoin d'être convaincu. Ce fils de P *** va être là, dit-il, sa voix un grognement sourd. Bien. Alors j'y serai aussi. Il est temps que la véritable histoire soit racontée. J'ai raccroché le téléphone, un sombre sentiment de satisfaction s'installant en moi. J'avais maintenant tous les composants pour mon opération, j'avais la preuve irréfutable, j'avais le mobile, et maintenant j'avais un témoin vivant avec une crédibilité inattaquable. Croft et ma famille pensaient qu'il assistait à un mariage. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une cour martiale, et la scène était déjà prête. J'ai regardé l'uniforme de cérémonie blanc, suspendu, impeccable et prêt. Il était temps de l'enfiler. Je suis entré dans la grande salle de bal du Chanley avec la délibération calme d'un commandant montant à bord du navire amiral. Je ne portais pas la robe beige. Je portais mon uniforme de cérémonie blanc, les 2 étoiles d'argent sur mes épaulettes captant la lumière des lustres en cristal. En entrant, une vague de silence a parcouru la pièce. Le bavardage poli de l'élite de Newport s'est éteint dans leur gorge, toutes les têtes se sont tournées. J'ai vu ma mère, Eleanor, de l'autre côté de la salle. Son visage, un masque de grâce sociale quelques instants auparavant, est devenu rigide, sa peau pâlissant de fureur. Mon père, Richard, a croisé mon regard et a immédiatement détourné les yeux, me tournant le dos comme si j'étais une étrangère. Elisa m'a lancé un regard de pure incrédulité venimeuse. Je les ai tous ignorés. Le dos droit et le menton haut, j'ai marché calmement vers mon siège assigné, la chaise solitaire au dernier rang, un lieu d'exil, et je me suis assise. Ma présence dans cet uniforme n'était pas un appel à l'attention. C'était une déclaration de guerre. La cérémonie a commencé, une symphonie de perfection orchestrée. L'officiant a parlé d'amour, de confiance et d'honneur, des mots qui semblaient creux et profanes dans cette pièce. De mon point de vue, j'observais le premier rang. Le vice-amiral Croft était assis là, l'image même de la dignité, applaudissant poliment. Mon père était assis à côté de lui, hochant la tête en signe d'accord, un partenaire commercial loyal. L'air était épais d'hypocrisie. Puis est venu le moment que j'attendais. L'officiant, avec un sourire chaleureux, a dit, en ce moment, nous aimerions prendre un instant pour honorer les braves hommes et femmes de nos forces armées qui sont peut-être parmi nous aujourd'hui. Comme prévu, le capitaine Ben Carter s'est levé. Il portait son propre uniforme blanc immaculé, un pilier d'intégrité austère dans la salle somptueuse. Mais il ne s'est pas contenté de se lever. Il s'est tourné, pivotant sur ses talons pour faire face au fond de la salle. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sa main s'est levée à son front dans un salut si net, si parfait, qu'il a fendu l'air. Et puis il a parlé, sa voix n'était pas forte, mais elle a porté à travers le silence stupéfait avec une autorité absolue. Contre-amiral Elena Vance, mon amiral. Un hoquet collectif a balayé la salle. Les murmures ont éclaté comme une traînée de poudre. Une contre-amirale ? Ici ? Assise au fond ? La main de ma mère a volé vers ses perles, son visage un mélange d'horreur et de prise de conscience naissante. Mon père s'est figé au milieu d'un sourire. Elisa regardait, bouche bée. Le timing était précis.
Immédiatement après le salut de Ben, les grands écrans flanquant l'hôtel, qui avaient été réglés pour afficher un diaporama romantique, ont clignoté et sont devenus noirs. Un instant plus tard, ils se sont rallumés, non pas avec des photos souriantes du couple heureux, mais avec l'affichage tactique froid, bleu et vert d'une carte sonar sous-marine, la carte de l'incident de l'Orion. Ben, par l'intermédiaire d'un ancien technicien de la marine de l'équipe audiovisuelle du lieu, avait pris le contrôle. Puis les haut-parleurs ont crépité. La voix de Croft, amplifiée dans toute la salle de bal silencieuse, était d'une clarté glaçante, la perte potentielle de vie est un risque acceptable. Contrôlez le récit. La foule a murmuré un bourdonnement bas et confus. Puis ma propre voix a répondu du passé, vive et décisive. Négatif, commandement. J'annule cet ordre. Lancez les protocoles de recherche et de sauvetage. Maintenant, les écrans sont passés à des images poignantes d'un ROV en haute mer, montrant la coque mutilée du sous-marin et le travail désespéré et héroïque des plongeurs de sauvetage. Le bourdonnement confus dans la salle s'est transformé en un choc audible. Croft s'est levé d'un bond, son visage aussi blanc que mon uniforme. C'est de la calomnie. Ces données ont été falsifiées, a-t-il crié, sa voix se brisant. Mon père s'est levé avec lui, balbutiant à propos d'un problème technique, d'une farce de mauvais goût. Mais avant que leurs mensonges ne puissent prendre racine, une autre silhouette s'est levée de la foule. C'était un homme plus âgé dans une simple veste en tweed, mais il se tenait avec une autorité inébranlable. Je m'appelle David Egan, a-t-il annoncé, sa voix résonnant du commandement d'un capitaine de longue date. La salle est redevenue silencieuse. J'étais le commandant de l'USS Orion. Cet enregistrement est réel. Ces images sont réelles. Le vice-amiral Croft, juste là, nous a laissé mourir pour protéger sa carrière. Son regard s'est alors déplacé, me trouvant au dernier rang. Il m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux remplis d'une gratitude qui transcendait le temps. Et cette femme, a-t-il dit en pointant un doigt ferme, celle que vous avez assise au fond de la salle, était alors le commandant Vance. Elle a désobéi à un ordre lâche, et elle nous a sauvé la vie. Bien qu'en civil, le capitaine Egan s'est mis au garde-à-vous et m'a adressé un lent et délibéré signe de tête en guise de salut. La salle a éclaté. Ce n'étaient plus des murmures, mais des cris. Les téléphones se sont levés, les flashs des appareils photo crépitants, enregistrant le chaos. La façade soigneusement construite de la dynastie Vance-Croft ne s'était pas seulement fissurée, elle avait été pulvérisée devant tous ceux qui comptaient. La partie était terminée. Au moment où le capitaine Egan a fini de parler, la somptueuse salle de bal a sombré dans le chaos. La symphonie soigneusement orchestrée du mariage s'est brisée en une cacophonie de halètements, de chuchotements frénétiques et du clignotement insistant des caméras de téléphone portable. Les invités, piliers de la société de Newport et de Washington, n'étaient plus des observateurs passifs. Ils étaient des témoins, et leur téléphone diffusait la chute de deux hommes puissants en temps réel. Les journalistes mondains qui étaient venus en espérant un article sur les pivoines et la dentelle avaient maintenant le scandale de la décennie. J'ai regardé le vice-amiral Croft, le visage d'un blanc fantomatique, tenter une sortie discrète, mais son chemin était silencieusement et immuablement bloqué par Ben Carter et deux autres officiers que j'ai reconnus, tous au garde-à-vous. Ils ne l'ont pas touché. Ils n'en avaient pas besoin. Leur présence inébranlable était un mur d'honneur qu'ils ne pouvaient franchir. Mon père, Richard, essayait de limiter les dégâts, sa voix un moteur désespéré et crachotant qui tentait de démarrer. Un malentendu, une erreur technique, plaidait-il à quiconque voulait bien l'entendre. Mais personne n'écoutait. Ils regardaient tous l'empire de Vance et Croft s'effondrer en poussière. Ils avaient bâti leur château de cartes sur un fondement de mensonges, et ils avaient sous-estimé la tempête qu'était leur propre fille rejetée. La sécurité du lieu, l'air dépassé, a rapidement escorté les acteurs clés mes parents, une Elisa aux joues striées de larmes, un Croft en état de choc, et moi dans un salon privé attenant à la salle principale. La lourde porte en chêne s'est refermée, nous coupant du bruit mais nous emprisonnant dans un silence suffocant. Il n'a pas duré. Ma mère, Eleanor, le visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant, s'est jetée vers moi. « Comment as-tu pu » a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de fureur. « Tu as tout ruiné. La réputation de la famille, le mariage de ta sœur, des années de travail anéanties. » Mon père, sa bravade disparue, a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu paieras pour ça, Helena. Je le jure devant Dieu, tu paieras. » Mais leurs mots, autrefois si puissants, ressemblaient maintenant à des munitions usées. Ils n'étaient que du bruit,
La fureur insignifiante d'animaux acculés. J'ai regardé droit dans les yeux rageurs de ma mère, et ma voix, quand elle est venue, était stable et froide. Une réputation bâtie sur des mensonges n'est pas une réputation, mère. C'est une prison. Et aujourd'hui, je me suis libéré. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Mon calme, l'immobilité surnaturelle d'un navire dans l'œil d'un ouragan, semblait les effrayer plus que n'importe quelle explosion de colère. Elisa, sa robe de mariée de créateur ressemblant maintenant à un costume, a couru vers moi, me saisissant le bras, son mascara coulant, son visage couperosé. Elena, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, les larmes étudiées d'une vie de manipulation coulant à flot. Reprends tout. Dis-leur que c'était une erreur. Tu as ruiné mon jour le plus important. J'ai baissé les yeux vers sa main, agrippant ma manche. La main qui avait toujours tout reçu si facilement. Ton jour le plus important, ai-je dit, ma voix douce mais inflexible, a été financée par une dissimulation qui a failli coûter la vie à des dizaines d'hommes. Est-ce vraiment le fondement que tu veux pour ton mariage, Elisa? J'ai doucement, délibérément, détaché ses doigts de mon bras. Le contact physique était rompu, et avec lui, quelque chose de final. La partie est terminée, Elisa, ai-je dit. Il ne reste plus personne à manipuler. Pour la première fois de sa vie, elle m'a regardé, non pas avec mépris, mais avec une admiration naissante et horrifiée, comme si elle voyait une étrangère qui portait inexplicablement le visage de sa sœur. Juste à ce moment-là, la porte en chaîne s'est rouverte. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel. Deux individus au visage sombre en costume foncé, leurs accréditations attachées à leur ceinture, sont entrés, suivis de deux policiers de Newport en uniforme. Ils ont ignoré le reste d'entre nous. Leur attention était unique. Vice-amiral Harrison Croft, a dit l'agent principal, sa voix plate et officielle. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'obstruction à la justice et de falsification de renseignements de la défense nationale en lien avec l'incident de l'Orion. Alors qu'il passait les menottes au poignet de Croft, un son qui a résonné fort dans la pièce silencieuse, mon père s'est effondré dans un fauteuil broché comme si ses ficelles avaient été coupées. Dans ce moment de chaos suspendu, je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. « Elena, où vas-tu » a crié ma mère, sa voix un étrange mélange de commandement et de désespoir. Je ne me suis pas retourné. Je me suis arrêté sur le seuil, la main sur la porte. « Je vais là où est ma place » ai-je dit, ma voix claire et finale pour qu'ils l'entendent tous. Et ce n'est plus ici. Je suis sorti de la pièce, laissant les décombres de ma famille derrière moi, et j'ai refermé la porte sur une vie qui n'était plus la mienne. L'air dans le couloir, bien que toujours vibrant des répliques de l'événement, semblait plus propre, plus léger. Je me sentais vide. Mais c'était un vide paisible, un vide là où une vie de douleur avait l'habitude d'être. La bataille était terminée. Mais je savais que la vraie guerre, celle pour guérir et reprendre ma propre vie, ne faisait que commencer. Quand je suis sorti de cette pièce, je n'ai ressenti ni triomphe ni tristesse. Je me sentais calme, un vide paisible là où une vie de lutte avait l'habitude d'être. La bataille que j'avais menée pendant des décennies était terminée. Mais je savais que la vraie guerre, celle pour guérir mon propre cœur, ne faisait que commencer. Des mois ont passé. Le scandale du mariage Vance Croft a disparu des gros titres. Harrison Croft faisait face à une cour martiale, sa carrière célèbre se terminant dans la disgrâce. L'entreprise de mon père a subi des pertes catastrophiques alors que partenaires et investisseurs fuyaient l'odeur du scandale. J'ai entendu dire par des oui-dire que le mariage avait été annulé sans cérémonie. Je n'en ai rien ressenti. Leur monde était devenu pour moi un pays étranger. Un après-midi d'automne vif, je faisais une rare promenade le long du front de mer à Norfolk, regardant les destroyers et les porte-avions entrer et sortir du port. Une jeune femme poussant une poussette a hésité, puis s'est approchée de moi. « Excusez-moi, dit-elle, la voix timide. Êtes-vous l'amiral Vance ?» J'ai hoché la tête, offrant un petit sourire. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Mon mari, il était quartier-maître sur l'Orion. Il parle de vous tout le temps. Il dit qu'il est en vie aujourd'hui grâce à vous. » La petite fille dans la poussette, pas plus de 5 ans, avec des yeux vifs et curieux, m'a tendu un dessin au crayon. C'était une image de travers d'un grand navire gris et d'un bonhomme allumette en uniforme blanc avec des cheveux jaunes vifs. « Merci » a chuchoté la petite fille. J'ai pris le dessin de sa petite main, la gorge serrée. J'ai regardé le visage sincère de l'enfant puis le morceau de papier simple et sincère. Ceci.
C'était la reconnaissance que j'avais passé ma vie à désirer. Elle n'est pas venue dans un manoir de Newport ou à un gala mondain. Elle est venue sur une jetée venteuse, un cadeau des personnes mêmes que j'avais juré de protéger. Mon véritable héritage n'était pas mon nom. C'était le leur. Ce soir-là, de retour dans mon bureau surplombant l'eau, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai essayé d'écrire une lettre à ma famille. J'ai rempli des pages d'explications, de la douleur persistante, des raisons. J'ai essayé de leur faire comprendre. Mais après l'avoir relu, j'ai réalisé la futilité de la chose. Je ne l'écrivais pas pour eux. Je l'écrivais pour une version plus jeune de moi-même qui croyait encore qu'ils pourraient un jour écouter. Je n'avais plus besoin de leur compréhension. Je ne leur devais plus d'explications. Avec un sentiment de finalité, j'ai déchiré la lettre en morceaux, tout comme j'avais déchiré ce chèque toutes ces années auparavant. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti le compas en laiton antique, celui qu'Elisa avait jeté. Ben l'avait discrètement récupéré au restaurant cette nuit-là et me l'avait rendu. J'ai poli sa surface avec mon pouce et l'ai placé sur mon bureau, juste à côté de mon insigne de commandement. Ce n'était plus un symbole de rejet. C'était mon propre vrai nord, un rappel que ma direction était la mienne, guidée par mes propres valeurs, non par les vents changeants de leur approbation. Le pardon le plus important dont j'avais besoin n'était pas le leur, mais pour moi-même, pour avoir passé tant d'années à espérer un amour qu'ils étaient incapables de donner. Le printemps suivant, j'ai été réinvité à Annapolis. Ce n'était pas une grande affaire. C'était une cérémonie calme et digne dans le hall commémoratif de l'Académie navale. Une nouvelle plaque de bronze était dévoilée. Elle ne listait pas seulement les noms des morts. Pour la première fois, elle reconnaissait officiellement l'incident de l'Orion, honorant la bravoure exceptionnelle et le leadership décisif qui ont sauvé l'équipage. Mon nom était là, gravé dans le métal durable. Le capitaine Ben Carter, récemment promu, se tenait à mes côtés. Le capitaine Egan était là, ainsi qu'une douzaine d'autres survivants de l'Orion, leurs visages plus âgés, mais leur gratitude intemporelle. Il n'y avait pas de caméra de télévision, pas de politiciens, juste des marins et une famille liée par un respect partagé pour le véritable honneur. Alors que j'ai tendu la main et tracé les lettres fraîches et en relief de mon propre nom, un profond sentiment de paix m'a envahi. L'histoire, enfin, avait été écrite correctement. L'histoire se termine, mais ma vie non. Elle a recommencé. Ce matin, je me tenais sur la passerelle de commandement de l'USS Gerald R. Ford, l'un des navires de guerre les plus puissants jamais construits. Un nouveau commandement, une flotte plus grande, une plus grande responsabilité. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient sur la vaste étendue vide de l'Atlantique, le capitaine Ben Carter se tenait à mes côtés. « C'est une belle matinée, mon amiral », a-t-il dit. J'ai souri, un vrai sourire, sans fardeau, qui a atteint mes yeux. Le soleil montait, peignant l'horizon de touches d'or et d'orange. Le passé était une ombre derrière moi, et l'avenir était un océan ouvert. Oui, ça l'est, Ben, ai-je répondu, ma voix remplie d'un espoir que je pensais avoir perdu à jamais. Une très belle journée. Je n'étais plus la fille rejetée de la famille Vance. J'étais l'amiral Elena Vance, une meneuse, un mentor, une gardienne, et mon héritage ne se trouverait pas dans leurs albums de famille. Il serait écrit sur les vagues. Nous avons tous un passé qui nous façonne, mais il n'est pas obligé de nous définir. Votre véritable héritage est celui que vous construisez pour vous-même, à partir d'aujourd'hui. Quelle est la première étape que vous franchirez pour construire le vôtre? Partagez votre promesse pour l'avenir dans les commentaires.